Face aux nombreuses incompréhensions et interrogations actuelles, il nous a paru important de mettre à la disposition du grand public des outils pour comprendre et s'informer. Dans cette période de crise, il est crucial de pouvoir juger de la validité des nombreuses publications sur les traitements du Covid-19, afin de ne pas nourrir de faux espoirs envers certains médicaments. Tout d'abord, à quoi sert un article scientifique ? Un article scientifique a pour but de faire connaître à l'ensemble de la communauté scientifique, en particulier médicale, les résultats de travaux effectués par une équipe de recherche. En médecine, les articles originaux servent notamment à partager les résultats d'études sur les maladies ou les médicaments. D'autres types d'articles existent. Par exemple, des auteurs peuvent rapporter des cas rares de patients, présenter une méta-analyse, c'est-à-dire une analyse combinée de l'ensemble des études portant sur un sujet, exprimer un point de vue, etc. Qu'est-ce qu'un journal scientifique ? Les journaux scientifiques sont des titres de presse publiés périodiquement. Ils peuvent être à l'initiative de sociétés savantes ou avoir été fondés indépendamment par des éditeurs de presse scientifiques. L'objectif de ces journaux est de faire connaître les travaux des chercheurs en direction d'un public de spécialistes et de contribuer ainsi au débat scientifique. La plupart des journaux garantissent un examen de la rigueur de la méthode scientifique employée dans les articles, par un comité de lecture composé de chercheurs de la même spécialité, avant leur publication. De plus en plus, et tout particulièrement depuis le début de la pandémie Covid-19, des sites permettent d'accéder à des articles n'ayant pas encore été relus et validés par les pairs. On appelle ces manuscrits des prépublications, ou préprints. Ceux-ci sont très nombreux en période de crise, mais il faut donc rester vigilant avec les résultats présentés dans ces articles. Selon leur rigueur, leur impact et leur visibilité, ces journaux peuvent être reconnus comme plus ou moins prestigieux et sérieux. Nature, Science, The New England Journal of Medicine et The Lancet sont des journaux scientifiques très reconnus. Existe-t-il différents types d'études ? Il existe différents types d'études scientifiques qui ont chacun des objectifs différents. Par exemple, les études cliniques s'intéressent aux nouveaux médicaments. Les études épidémiologiques évaluent la fréquence et la répartition d'un problème de santé ou leurs facteurs de risque. On peut également faire des études pour évaluer l'intérêt d'un nouvel examen diagnostique ou d'une intervention de santé. Concentrons-nous désormais sur les essais cliniques. Ces études visent à comparer l'efficacité de différents médicaments ou stratégies thérapeutiques. Avant de recevoir son autorisation de mise sur le marché, un nouveau médicament va être évalué tout au long des différentes phases de son développement. Ce processus est très long, en moyenne une dizaine d'années. On distingue la phase préclinique, où le médicament est d'abord testé en laboratoire, in vitro, puis sur l'animal, et la phase clinique, où le médicament est testé chez l'homme, avec différentes phases. En phase 1, les études ont lieu sur un petit groupe de volontaires sains, pour comprendre comment l'organisme humain assimile et élimine ce médicament. En phase 2, les études ont lieu sur un petit groupe de patients. Le but est de déterminer la dose à administrer. En phase 3, les études ont lieu sur de larges échantillons de patients, avec idéalement une comparaison à un placebo ou un traitement déjà autorisé. Le but est de prouver l'efficacité du médicament et de surveiller les effets indésirables. Après la mise sur le marché du médicament, les études de phase 4 ont lieu. Elles concernent souvent les effets indésirables des médicaments et sont aussi importantes que les autres phases. Par exemple, elles ont permis le retrait du Mediator. Certains médicaments déjà utilisés et mis sur le marché pour le traitement d'une maladie peuvent être également testés pour une nouvelle indication. Quelle est la méthodologie des études cliniques ? Pour commencer, qui peut participer à une étude clinique ? La définition des personnes éligibles pour l'étude se fait par les critères d'inclusion et de non-inclusion. Les personnes participant à l'étude doivent répondre à tous les critères d'inclusion. Ceux-ci doivent être précis et cohérents. Par exemple, il peut s'agir de l'âge, du sexe, de la consommation de tabac. A l'inverse, les participants à l'étude ne devront avoir aucun des critères de non-inclusion. C'est pourquoi les enfants, les femmes enceintes ou allaitantes ne sont souvent pas inclus dans les études. Ces critères sont importants, car les résultats obtenus sur ces personnes ne pourront être extrapolés dans la population générale qu'à des personnes présentant les mêmes caractéristiques. Ainsi, si on veut évaluer l'intérêt d'un traitement dans les formes graves d'une maladie, par exemple chez des patients admis en réanimation, il ne faut pas le tester sur des patients présentant des formes bénignes ou modérées de la maladie. Pourquoi appelle-t-on souvent ces études des études contrôlées ? Pour tester l'efficacité d'un nouveau médicament, ou pour tester son efficacité dans une nouvelle indication, il faut le comparer à un traitement de référence, ou à un placebo. On parle d'essais contrôlés,
car le groupe recevant le placebo ou le traitement de référence sert de contrôle au groupe traité avec le médicament étudié. Un placebo est une copie du médicament, qui a un aspect semblable, la même forme, la même couleur, mais ne contient pas de médicament, qu'on appelle le principe actif. Comment choisit-on quel traitement recevront les participants à l'étude ? Évaluer un médicament signifie que l'on ne sait pas encore ce qui est le mieux pour le malade, le nouveau traitement ou le placebo. Quand on ne sait pas, il est légitime de ne pas faire de choix. C'est pourquoi les patients et les médecins ne choisissent pas quel traitement sera administré. Quand un patient accepte de participer à une étude, on tire au sort l'attribution d'un des traitements. C'est la randomisation. Cette randomisation permet de réaliser 2 groupes de patients. L'un recevra le traitement étudié et l'autre le placebo ou le traitement de référence. Si plusieurs traitements sont comparés, on peut faire autant de groupes que de traitements. Il faut vérifier que ces 2 groupes sont similaires avant d'analyser les résultats de l'étude. Cela devrait être le cas puisque seul le hasard intervient. Par exemple, les groupes doivent être d'âge similaire. De cette façon, si l'un des 2 groupes se porte mieux à la fin, cela pourrait être attribuable au traitement. Cette randomisation doit être effectuée à l'aide d'un logiciel informatique et non selon un critère défini, comme le lieu d'hospitalisation par exemple, et par une personne externe à l'étude déterminée à l'avance. Pourquoi dit-on de ces études qu'elles sont faites en aveugle ? Parfois, le simple fait de savoir que l'on prend un médicament peut modifier l'état de santé. C'est le fameux effet placebo. Pour que l'évolution de l'état du patient ne soit pas influencée par l'effet placebo, il ne faut pas que le patient et le médecin connaissent la nature du traitement reçu. On parle de simple aveugle quand seul le patient ignore la nature du traitement reçu, et de double aveugle quand le patient et le médecin ne savent pas. On parle parfois d'insu, qui est un synonyme. Parfois, il n'est pas possible de réaliser l'étude en aveugle, par exemple quand on compare un traitement chirurgical à un traitement médical. Qu'appelle-t-on les critères de jugement ? Dans une étude clinique, plusieurs éléments sont étudiés pour juger du bénéfice et du risque d'un traitement. Ils sont généralement hiérarchisés en critères principaux et critères secondaires. Ils doivent être définis avant le début de l'étude, être clairs et adaptés à l'objectif de l'étude. Le critère de jugement principal est celui sur lequel on veut mettre en évidence le bénéfice du traitement par rapport au comparateur. Il doit être pertinent, bien défini, quantifiable, facile à mesurer et idéalement unique. Pour démontrer un bénéfice clinique du traitement, l'idéal est que le critère de jugement soit clinique aussi, la guérison, la mortalité, l'aggravation des symptômes, etc. Les données biologiques ou d'imagerie ne sont que des critères intermédiaires à l'objectif du traitement, sans traduire forcément un bénéfice sur l'état clinique du patient. Les critères de jugement secondaires ne doivent pas être trop nombreux. Une différence statistique sur un critère secondaire ne permet pas de tirer de conclusions, mais donne des hypothèses à explorer dans de futures études avec une méthodologie adaptée. Avec les risques d'erreur, on rentre là dans la partie la plus mathématique de cet exposé. Pour faire simple, dans une étude, le médicament n'est testé que sur une petite partie des patients potentiels, un échantillon. Pourtant, on va généraliser les résultats à l'ensemble des patients, même aux non-participants. C'est comme pour un sondage. L'étude peut révéler la vérité, le traitement est efficace ou n'a pas de bénéfice sur le critère étudié, mais l'étude peut aussi révéler un faux résultat à cause d'un mauvais hasard. Par exemple, on tire au sort 11 footballeurs en France pour constituer une équipe pour la Coupe du Monde. Si cette équipe gagne, est-ce parce que les footballeurs français sont meilleurs ou est-ce dû au hasard de l'échantillon ? Si à l'inverse l'équipe perd, les footballeurs français sont-ils mauvais ou est-ce que l'échantillon par malchance n'est pas tombé sur les meilleurs joueurs ? Tout cela se quantifie par des risques d'erreur statistiques que l'on cherche à minimiser, alpha et bêta. Le risque de première espèce, ou risque alpha, est le risque de mettre en évidence une différence qui n'existe pas, donc de déclarer à tort que le médicament étudié est plus efficace que le traitement de référence ou le placebo, alors que ce n'est pas le cas. Le risque de deuxième espèce, ou risque bêta, est le risque de ne pas mettre en évidence une différence qui existe, donc de ne pas montrer à tort que le traitement étudié est plus efficace alors qu'il l'est. Ceux-ci sont le reflet du hasard, qui peut aléatoirement favoriser un groupe par rapport à un autre. Il est donc impossible que ces risques soient nuls. Il faut fixer la valeur du seuil que l'on juge acceptable avant le début de l'étude. Pour le risque alpha, par consensus, il est fixé à 5% généralement. Ceci signifie que l'on a 5% de risque de conclure que le médicament testé est plus efficace alors qu'il ne l'est pas. Pour le risque bêta, il n'y a pas de consensus. En général, ce seuil est fixé à 10 ou 20%. La puissance d'une étude est la probabilité de conclure à une différence qui existe réellement. Elle correspond à 1 moins bêta. Un risque bêta de 10% signifie qu'il y a 10% de risque de ne pas mettre en évidence la supériorité du traitement testé.
La puissance est donc de 1-10%, donc 90% de chances de mettre en évidence cette efficacité. À partir de ces seuils alpha et bêta, et de l'hypothèse d'efficacité que l'on fait, soit la différence d'efficacité que l'on souhaite voir entre les deux traitements, les statisticiens vont pouvoir déterminer le nombre de sujets nécessaires, soit le nombre de patients à inclure dans l'étude afin de pouvoir statuer sur l'efficacité du traitement. Si le traitement testé est vraiment plus efficace que le traitement de référence ou le placebo, un petit effectif de personnes suffira pour mettre en évidence la différence. Si le traitement testé est à peine plus efficace, il faudra beaucoup plus de personnes incluses pour mettre en évidence cette différence. Plus il y a de personnes incluses dans une étude, plus l'étude aura une forte puissance. Comment analyser les résultats présentés dans un essai clinique ? Et tout d'abord, une différence statistique est-elle forcément pertinente ? Les analyses statistiques permettent de mettre en évidence une supériorité statistique d'un médicament testé. Cependant, il faut être vigilant sur la traduction clinique de cette supériorité. Par exemple, une diminution statistiquement significative de la durée des symptômes d'une maladie avec un nouveau médicament d'une demi-journée est peu pertinente en pratique. Il faut aussi réfléchir à la balance bénéfice-risque, c'est-à-dire vérifier que le bénéfice du traitement ne soit pas au prix d'effets indésirables graves importants. Attention également, ce n'est pas parce qu'une étude met en évidence une association statistique qu'elle est forcément due au médicament. En effet, des biais peuvent venir fausser les résultats ou leur interprétation. Un biais est un facteur qui pourrait fausser les résultats décrits dans une étude. Il en existe plusieurs types. Les biais de confusion. Ils résultent de la présence d'un facteur de confusion, c'est-à-dire d'une différence entre les groupes comparés autres que le médicament testé, comme l'âge, des maladies concomitantes, le stade de la maladie différent. Par exemple, si l'on teste un médicament de la grippe et que l'on donne le nouveau traitement à des patients avec une forme peu sévère et le placebo à des patients admis en réanimation, il est facile de voir une différence entre les deux groupes. Pour autant, elle n'est probablement pas liée au médicament. Une des façons de ne pas avoir de facteur de confusion est de vérifier que les groupes ont bien été randomisés. Ainsi, il n'y a pas de raison que les groupes soient différents, y compris pour des facteurs de confusion qu'on ne soupçonne même pas. D'autres méthodes complémentaires sont liées aux méthodes statistiques employées, notamment le fait de réaliser des analyses dites multivariées qui prennent en compte différents paramètres intercurrents. Les biais de sélection. Il s'agit d'une erreur dans la sélection des patients, c'est-à-dire que l'échantillon étudié n'est pas adapté, non représentatif de la population atteinte par la maladie ou non conforme à l'objectif. Il faut donc vérifier que le groupe de patients de l'essai est représentatif de la population touchée par la maladie et à qui serait destiné le traitement. Les biais de mesure. C'est une erreur dans les mesures des caractéristiques des patients étudiés. Par exemple, utiliser une méthode de diagnostic insuffisamment fiable qui peut faire considérer comme malade une personne qui ne l'est pas. Les biais d'attrition. Dans les essais cliniques, il est possible que tous les patients qui participent ne terminent pas ces essais, pour différentes raisons, un déménagement, la lassitude, mais aussi les décès et les effets indésirables pénibles. Ce sont ce qu'on appelle les perdus de vue. Il est important que ceux-ci ne soient pas trop nombreux, pour que les groupes initiaux restent comparables à la fin. De plus, il ne faut pas exclure les données des patients n'ayant pas terminé l'étude sans analyser pourquoi. Par exemple, le fait que les patients décèdent au cours de l'étude est intéressant, car cela peut être lié à la maladie et donc à un potentiel échec de traitement. Les biais de publication. C'est un biais spécifique des méta-analyses qui compile les résultats de nombreuses études déjà réalisées et publiées. Le problème est que les études ayant eu des résultats positifs auront eu plus de chances d'être publiées que celles ne démontrant pas d'intérêt d'un médicament, car elles auront été jugées plus intéressantes par les comités de lecture. Au final, est-ce qu'un article rigoureux est forcément valide ? On parle là de la validité externe d'un article. Il est important de comparer les résultats d'une étude avec ceux obtenus lors d'études similaires préalables. En effet, une seule étude ne suffit pas. Comme on l'a vu, dans les études, même bien menées, on accepte 5% de risque de conclure à une efficacité qui est due au hasard uniquement. Si d'autres études viennent corroborer ces résultats, c'est rassurant. Sinon, il faut être vigilant avec cette étude, car la différence observée peut être due à des biais ou à une méthodologie inappropriée ou non rigoureuse. Mais en fait, pourquoi a-t-on besoin d'articles scientifiques ? Il s'agit là du concept d'Evidence-Based Medicine, ou en français, médecine basée sur les preuves, qui a été développé dans les années 1980 à la faculté de médecine McMaster, au Canada. En effet, à cette période, il a fallu trouver une solution d'intégrer aux pratiques courantes les résultats issus des publications scientifiques en constante augmentation. Cette approche cherche à fonder au maximum les décisions cliniques sur les données scientifiques actuelles les plus probantes.
Les données scientifiques probantes comprennent notamment les essais cliniques avec le plus haut niveau de preuve, dont les essais cliniques randomisés, en double aveugle et bien menés. Elles reposent sur une démarche en 4 étapes. La formulation d'une question clinique claire et précise à partir d'un problème clinique posé, la recherche dans la littérature d'articles cliniques pertinents et appropriés sur le problème, l'évaluation critique de la validité et de l'utilité des résultats trouvés, c'est ce qu'on appelle le niveau de preuve, et enfin la mise en application des résultats de l'évaluation dans la pratique clinique pour une prise en charge personnalisée de chaque patient. Le niveau de preuve scientifique fourni par la littérature varie selon la qualité et le type d'étude apportant des résultats sur un médicament ou une stratégie de prise en charge. Celui-ci détermine la force des recommandations, dit grade des recommandations, qui seront élaborées à partir de ces résultats. Mais est-ce qu'on ne perd pas du temps en temps de crise à tester des médicaments ? Après la Seconde Guerre mondiale et les expérimentations inhumaines menées sur l'homme dans les camps de concentration, différents pays se sont concertés pour définir les principes éthiques aux études cliniques. Plusieurs textes de loi sont venus successivement encadrer les pratiques. Le Code de Nuremberg en 1947, la Déclaration d'Helsinki en 1964, la loi Hurriyet-Siruscla en 1988, les lois de bioéthique en 2002 et la loi Jardet en 2012. En résumé, toute recherche clinique doit respecter des principes éthiques, l'obligation de soumettre les protocoles à un comité consultatif de protection des personnes, le consentement libre et éclairé des participants à la recherche clinique, c'est-à-dire sans contrainte, en toute connaissance de cause et révocable à tout moment, et enfin, des sanctions pénales en cas de non-respect de ces règles. Ces principes visent à assurer la sécurité des patients participant au protocole. L'assurance du respect de ces principes rend le processus de soumission de protocole long, en général plusieurs semaines, voire mois, mais il est toujours possible d'accélérer le processus dans des situations exceptionnelles. En aucun cas, il n'est possible de s'affranchir de ces règles. Il faut faire vite, mais il faut faire bien. Qu'appelle-t-on les conflits ou liens d'intérêt ? Un lien d'intérêt est évoqué quand la personne ou l'organisme qui réalise ou finance l'étude pourrait avoir un intérêt personnel à démontrer l'efficacité d'un médicament, notamment financier. Cela peut être le cas par exemple quand une étude est réalisée à la demande du laboratoire produisant le médicament par un chercheur ayant déjà reçu des subventions de ce laboratoire, ou si l'un des auteurs de l'étude espère retirer une certaine publicité de la publication des résultats de son étude. La publication d'articles scientifiques est un élément indispensable au débat scientifique, qui permet aux sciences d'avancer et de toujours remettre en question les connaissances d'hier pour bâtir celles de demain. Cependant, pour être exploitables, les études rapportées doivent avoir une méthodologie fiable et rigoureuse. Même en cas d'urgence, il est toujours possible de mener des études de façon scientifique dont on pourra utiliser les résultats. Merci d'avoir suivi ce petit exposé, et en conclusion, je terminerai par une citation de Charles Darwin. Les faux faits sont très préjudiciables au progrès de la science, car ils durent souvent longtemps. Mais les idées fausses, si elles sont étayées par des preuves, font peu de dégâts, car chacun prend un plaisir salutaire à prouver leur fausseté. J'espère que cette petite introduction à la lecture d'articles scientifiques vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. Si vous souhaitez en savoir plus, consultez le site de la Société française de pharmacologie et thérapeutique.